De retour ici, bonjour Alexandre Arcadi. Bienvenue. Ça marche? Oui, Oui, c'est bon, ça marche. on vous entend. Bonjour, bienvenue ici, je vous le disais, réalisateur, producteur, scénariste. Le coup de Sirocco, 1979, raconte l'exode des Pieds Noirs après la guerre d'Algérie. Il y a eu aussi Le Grand Pardon, L'Union Sacrée, Ce que le jour doit à la nuit. 24 jours. Votre dernier film est sorti en 2023, Le Petit Blond de la Casbah, où vous racontez votre enfance en Algérie. C'est une adaptation d'une autobiographie. Racontez-moi un petit peu ce film et cette enfance en Algérie. Et puis après, on ira vers le moment où vous êtes tombé un petit peu dans le cinéma. Je pense qu'en faisant ce film, ça a été un retour en arrière que peu d'entre nous ont le privilège de pouvoir faire. Revenir sur son passé, reconstruire ce passé, remettre de visage sur les gens les plus familiers qui vous ont entouré pendant votre enfance. C'est encore une fois un privilège inouï. Et ça m'a permis aussi de décrire une époque, un monde où le vivre ensemble était possible dans une espèce de plaisir, de respect de l'autre. Et même si cela se faisait dans la pauvreté et dans le manque matériel. Mais peu importe, c'était pas ça le plus important. On avait la chance de vivre dans un pays extraordinaire, le soleil, la mer, qui était donné à profusion, comme disait Camus. Voilà, ça a été une expérience de transmission, et je crois que le film a joué son rôle, comme l'a fait précédemment un cinéaste italien dans Cinema Paradiso, par exemple, voilà, puisqu'il est aussi question de cinéma. On va en parler dans un instant, mais j'imagine que quand on raconte son histoire, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est au plus proche de la réalité? Est-ce qu'on se permet parfois un peu de sortir un petit peu? Comment? Parce que c'est difficile, parce que vous avez votre œil et vos souvenirs c'est de la fiction, mais il y a vos souvenirs qui sont là. Comment vous avez réussi à écrire? Mais 90% de ce que je décris est ce qui est le plus intime et le plus proche d'une réalité, 90%. Alors les 10% qui restent, effectivement, euh, comment dire, les aléas de l'écriture d'un scénario et des contraintes Oui. cinématographiques. Voilà. Et d'un fil qui doit se tenir et d'une histoire effectivement à Voilà. raconter. On va parler de comment vous êtes tombé dans le cinéma. Alors je crois que dans le film, c'est en regardant Jeux interdits, non? C'est ça? C'est ça? Oui, j'avais 6 ans et j'ai découvert pour la première fois le cinéma animé, si je puis dire. Il était comment le C'était au cinéma? cinéma l'Olympia et j'ai découvert Jeux interdits, et ça a été pour moi une révélation, quelque chose qui a provoqué, je pense, un chamboulement interne. Mais je ne pensais pas faire du cinéma. Vous savez, quand on était en Algérie, dans ce quartier aussi pauvre que le mien, la basse Casbah d'Alger, on n'avait pas ce type de prétention. On était dans un cadre très particulier. Et alors comment c'est arrivé ensuite le cinéma? Les débuts? À quel moment finalement Bah, vous avez pris cette route? j'ai commencé par être acteur parce que ça m'intéressait, le spectacle m'a intéressé. Et donc être acteur, et puis je me suis rendu compte qu'en tant que jeune acteur, personne ne me connaissait. Et donc pour avoir des rôles, ça allait être difficile. Donc j'ai inversé le problème et je me suis dit, choisissons des pièces dans lesquelles il y a des rôles et faisons de la mise en scène. Et dès que j'ai commencé par faire de la mise en scène de théâtre, et progressivement, après presque 6 7 ans comment dire, de lien avec le théâtre et avec les acteurs, parce que ce qui m'intéressait le plus, c'était la direction d'acteurs, j'ai construit ce quatrième mur et naturellement, j'allais dire, je suis rentré dans le cinéma. Donc acteur, réalisateur et puis producteur très rapidement puisque vous avez Oui, monté votre totalement, société. totalement Ouais. producteur, parce que j'ai eu l'impression que, en étant à la fois du côté de la caméra, c'est-à-dire du côté artistique, le fait de pouvoir comprendre la mécanique de production, parce qu'il ne faut pas oublier que le cinéma, c'est un art, mais c'est également une industrie très lourde. Et en étant producteur, j'étais de ce côté-là aussi de la barre. Et j'ai pu, grâce à cela, pouvoir lier les deux. La création et l'entreprise.
Et ça a été très, très, très bénéfique, en ayant toujours cette volonté de ne pas, comment dire, enlever quelque chose à l'artistique, mais au contraire essayer de- du côté commercial, du côté financier, essayer d'apporter le maximum à l'artistique. Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, est-ce que justement ça permet de créer ce pont entre l'industrie et la création, et est-ce que ça permet à la création d'avoir un peu plus d'indépendance aussi? Est-ce que ça a été ça pour vous, en tout Oui, cas, sur l'ensemble des il films? y a vraisemblablement des films que je n'aurais jamais pu faire si je n'avais pas été à la manœuvre de la production. Voilà, ça c'est clair. Parce que face à l'adversité économique, qui est une donnée essentielle, sans quoi on ne peut rien faire, j'ai pu trouver des solutions qui m'ont permis, moi l'artiste, de pouvoir créer le film tout en ayant les possibilités financières et économiques de le faire, même si par moments ça a été difficile. Alors il y a plein d'exemples, mais l'exemple le plus simple, par exemple, euh, j'ai écrit un film qui était une comédie et le financement n'était pas en rapport avec la possibilité de faire le film. Et je me suis souvenu qu'il y avait un ami producteur portugais, dans un langage fleuri, m'avait dit un jour, si tu viens tourner en Portugal, de aéroport à aéroport, 1 million d'euros. Je me suis dit, tiens, je vais le prendre au mot. J'ai été voir, et l'action qui se passait à Paris, ça c'est la magie du cinéma aussi. J'ai pu la transformer, tourner au Portugal, et grâce à cela, le film a existé. Si je n'avais pas été producteur, si j'étais juste metteur en scène, comment dire, avec un producteur qui, lui, fait des films, plusieurs films, Ça va pas pu se faire. le mien ne se faisait pas, c'était pas grave. Mais pour moi, c'était très grave. Oui, justement, j'allais vous demander, est-ce que cette double casquette, elle a aussi amené peut-être parfois certains projets à ne pas se faire? Est-ce que ça a fermé quelques portes aussi dans un modèle, vous avez dit, c'est une industrie, hein, le cinéma, et finalement, on va un petit peu à l'encontre du modèle quand on veut mettre en scène et produire en même temps? Non, Non? ça se passe pas comme ça. Ok. D'abord, au départ, c'est le sujet. C'est le scénario. Mm. Quand on a un sujet, on a un scénario. Euh, il est bon, il n'est pas bon. Nous, on pense qu'il est bon. Certains décideurs n'ont pas le même avis. Donc c'est là où ça devient un peu compliqué. À cela se rajoute le casting. C'est-à-dire que vous avez des acteurs qui vont être bankable, qui vont nous permettre de pousser un peu le projet. Dans certains cas, la volonté de mettre des acteurs nous empêche de faire le projet parce qu'il ne répond pas aux normes des économies, de l'économie plutôt. Et quand cela est réuni, il faut savoir, pardon, il faut savoir que le cinéma est une industrie très particulière dans son fonctionnement. Grâce à des dispositions qui datent de Léon Blum, on a réussi à maintenir l'industrie du cinéma au niveau, en France, au niveau où est cette industrie. Sans cela, on aurait été balayé, comme a été balayé le cinéma italien, le cinéma espagnol et d'autres dans d'autres pays. Nous avons, enfin je ne sais pas si ça intéresse, mais je pense que ce sont des entrepreneurs ici. Oui, hein, tout à fait. Donc le principe des lois Violette Blum était simple. C'était de dire à la fin de la guerre, on ne va pas empêcher le cinéma américain d'envahir nos écrans. On va se servir de la notoriété du cinéma américain pour pouvoir aider le cinéma français à exister, puisque nous sommes un plus petit pays. Et il a mis en place ce que nous appelons le CNC, le Centre national de la cinématographie. Et je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est simple. Sur chaque billet vendu en salle de cinéma, disons que ça coûte 10 €, il y a environ 2,5 € qui partent au centre du cinéma, au CNC. Et ces 2,5 € représentent un fonds qui sont répartis aux productions françaises exclusivement et pas aux productions américaines.
C'est-à-dire sur un film américain, vous allez voir un James Bond, chaque billet à 2,5 euros qui rentre dans une caisse qui va permettre au cinéma français d'être aidé par un fonds de soutien pour pouvoir créer les films français. Je trouve que c'est très intelligent comme système parce que le cinéma américain qu'on aime permet de pouvoir diversifier notre champ de vision grâce à ce système-là. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Voilà. Si, très clair, avec les exemples encore un peu plus. Et au niveau donc, du financement, quand vous avez un film à faire, vous avez une espèce de camembert comme ça, et vous avez des acteurs qui sont intimement liés au cinéma et qui ont des obligations. Ça aussi, c'est vraiment très important, sinon, encore une fois, le cinéma n'aurait peut-être pas existé. À savoir que Canal+ a une obligation d'investissement liée à ses abonnements. Il y a un pourcentage qui doit être réparti dans la production cinématographique. Donc, vous avez cette part du gâteau, et quand vous allez voir Canal ne rentre pas en coproduction dans le film, rentre comme acheteur de films. C'est-à-dire qu'il ne vous enlève pas des parts producteurs. Il les achète juste le droit de passage. Les chaînes de télévision hertziennes, que ce soit TF1, France 3, M6, Arte, etc., ont les mêmes obligations, pas au même niveau. Mais eux ont un dispositif un peu différent. C'est-à-dire que si France... Voilà, je produis un film en ce moment. France Télévisions a investi 1 million d'euros. 600 000 euros sont des droits de diffusion et 400 000 sont des droits de pourcentage. Voilà. Donc vous avez comme ça Et le dernier dispositif le plus important, qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, il y a en moins d'une dizaine d'années, c'est le soutien, c'est l'aide d'État qui nous permet d'avoir des subventions d'impôts sur un certain nombre de secteurs. Le crédit d'impôt, quand vous dépensez, je ne sais pas, 5 millions d'euros, vous avez des postes qui sont éligibles au crédit d'impôt, comme les salaires des techniciens, comme certains décors que l'on loue, comme une multitude de choses qui permet de faire tourner l'économie, c'est-à-dire cet argent a été dans l'économie, eh bien on a 30% qui sont reversés par l'État en crédit d'impôt. Vous voyez, c'est donc des dispositifs qui sont très particuliers. Et on le comprend à l'explication de tout ça, c'est que le métier de producteur, c'est un métier d'entrepreneur. Oui, absolument. Oui. Voilà, et vous le disiez tout à l'heure, Alexandre Arcadi, il y a des entrepreneurs avec nous. Quelles sont les clés de réussite pour tenir, encore plus dans une industrie, je pense, comme celle du cinéma, pour tenir sur le temps, justement, quand on est producteur, et donc je vais dire entrepreneur? Oui, c'est ça, c'est vraiment un métier d'entrepreneur, avec les aléas de l'entreprise. C'est-à-dire que sur tous les élus, il y en a quelques-uns qui font des bénéfices extraordinaires, inattendus souvent, quelquefois attendus, et puis beaucoup d'autres qui ne remplissent pas leurs obligations économiques et qui restent comme ça des films qui sont plus ou moins amortis et quelquefois pas du tout. J'imagine que vous avez connu, comme tout entrepreneur, l'échec au moins une fois. C'est quoi votre petit secret pour surmonter les obstacles ou vous relever après un échec? La volonté, l'enthousiasme, cette volonté de raconter des histoires et de faire fi des aléas qui souvent nous handicapent. On croit que les producteurs qui ont une image ancienne, c'est-à-dire gros cigare, une table Fouquet et une Rolls, cette époque est largement révolue. Aujourd'hui, vous avez des producteurs qui font des films, qui prennent des risques. Quelquefois, ils ont de la chance, quelquefois pas. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, je dis nous parce que
La société Alexandre Film, que j'ai créée en 1977, est une société commune avec Diane Curis. Oui. Et nous avons fait que nos films. Ce qui fait que de nous, des producteurs un petit peu à part, dans le sens où on n'a pas ouvert notre société à d'autres réalisateurs. Oui. Non pas parce qu'on voulait les exclure, mais parce que écrire un scénario, trouver le financement, le tourner, le monter et faire la promotion prend beaucoup de temps, et si on veut le faire, on ne peut pas faire d'autres choses en même temps. Donc nous avons produit que nos propres films. On les a produits, on a plus de 45 longs métrages à notre actif. C'est notre patrimoine. Au-delà de ça, on ne s'est pas vraiment enrichi. Alexandre Arcadi, on parle aujourd'hui de progrès, on parle beaucoup d'innovation ici, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle. Sauf erreur de ma part, en 2021, avec les éditions ESC, il y a pour la première fois 4 de vos films qui sont sortis en Blu-ray. C'est quoi l'importance de l'objet, du film physique pour vous? Parce que ça perdure, parce que c'est notre... Le cinéma est une forme de patrimoine à la fois émotionnel, historique, qui représente une société à un moment donné. Évidemment, aujourd'hui, pratiquement 30 ans, plus de 30 ans après avoir fait l'Union sacrée, on se rend compte que le film était précurseur sur le danger d'un islam radical qui nous a atteints très fortement. Avec le Bataclan et avec Charlie Hebdo. Et donc ce film-là était une sorte de film qui alertait, qui tirait la sonnette d'alarme. Alors ces films-là perdurent quand on les voit, quand on les revoit, il y a un éclairage qui se fait, et c'est aussi l'intérêt du cinéma. Et dans l'exploitation cinématographique, il y a plusieurs étapes. La première étape, évidemment, c'est la sortie en salle, quand le film se fait. Une deuxième étape, c'est la sortie en vidéo, en SVOD, etc. Toute cette nouvelle technologie. Suivent les partenaires télévisuels, Canal, France Télé, etc., qui projettent le film. Et puis, le film perdure et devient patrimonial. Et... il y a des exemples comme les exemples des films du Splendide qui chaque année, Le Père Noël est une ordure repasse, etc. Ou les films avec De Funès, Les Gendarmes, etc. Vous voyez, c'est une espèce de chose récurrente. Et de notre côté, nous avons aussi, nous, des films qui passent souvent. Je parlais de l'Union sacrée, Le Grand Pardon, La Baule, les Pins, Diabolomante. Ce sont des films qui font partie à la fois de notre histoire collective, mais que les générations nouvelles reprennent à leur compte. Donc un film a une vie très très longue. Ça s'essouffle à un moment donné, mais c'est là. La difficulté aujourd'hui avec la nouvelle technologie, c'est que jusqu'à il y a une dizaine d'années, la pellicule était le support le plus performant. Et on savait que plus d'un siècle après les premiers films, ils continuent à exister. Aujourd'hui, on est passé au numérique, et là, c'est plus compliqué, c'est plus dangereux, c'est plus versatile, mais il faut s'adapter. Donc, il y a des techniques qui se font. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Arcadi, d'être venu avec nous aujourd'hui dans la scène du cercle. Merci infiniment. Et nous, on va passer à notre conclusion du matin de cette matinée avec Mathieu Hélouin, directeur exécutif de l'accompagnement chez BPI France.